au sud du Mexique, il existe des villages tellement reculés que le temps semble s'y être arrêté. Des hameaux perdus entre les collines, coupés du monde par des routes de terre impraticables, où la vie se résume au nécessaire. Survivre, nourrir sa famille, espérer la pluie et recommencer chaque jour. C'est là que vit Inés Ramirez, une femme modeste, discrète, presque invisible pour le reste du pays, mais dont la force dépassera bientôt tout ce qu'on pourrait imaginer. Sa maison est simple, 4 murs en bois, un toit de tôle qui résonne sous le vent, un sol en terre battue. À l'aube, Inés se lève avant le soleil. Elle prépare le feu, balaye la poussière, nourrit ses enfants et marche jusqu'au champ pour aider à cultiver le maïs. Sa vie est rude, mais elle n'a jamais rien connu d'autre. Comme beaucoup de femmes de sa région, elle porte l'essentiel du foyer sur ses épaules. Son mari, souvent loin, travaille dans d'autres villages pour gagner quelques pesos. Les semaines passent parfois sans qu'elle ne le voie. Chaque décision, chaque problème, chaque soin aux enfants, tout repose sur elle. Cette année-là, elle est enceinte une nouvelle fois. Ce n'est ni la première ni la deuxième, mais l'une de nombreuses grossesses qu'elle a affrontées sans aide médicale. Ici, les femmes accouchent chez elles, avec quelques voisines comme soutien, parfois seules. Les hôpitaux sont trop loin, les ambulances n'existent pas, et le téléphone n'a jamais sonné dans cette maison. Malgré la fatigue, Inés traverse cette grossesse avec le même courage que les précédentes. Elle continue de travailler, de cuisiner, de s'occuper des siens. Elle connaît les douleurs, les inquiétudes, les nuits où le bébé bouge trop ou pas assez. Elle avance, jour après jour, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais le 5 mars 2000, alors que le soleil disparaît derrière les montagnes, quelque chose change imperceptiblement dans son corps. Une tension nouvelle, plus lourde, plus profonde. Elle le sent, sans pouvoir l'expliquer. La nuit qui arrive ne sera pas comme les autres. Dans le silence de la campagne, Inés ne sait pas encore que cette nuit va la pousser au bord de la mort et la forcer à accomplir l'impensable. La nuit tombe sur le village, enveloppant la petite maison d'Inés d'un calme trompeur. Le vent glisse entre les planches mal ajustées, faisant vibrer les murs d'un murmure continu. Les enfants dorment déjà, étendus sur de fines couvertures, tandis qu'Inés s'assoit près du feu mourant pour reprendre son souffle. Les contractions ont commencé plus tôt dans la journée, mais maintenant, quelque chose ne va plus. Elle connaît les accouchements. Elle en a vécu plusieurs. Elle sait reconnaître une douleur normale, celle qui annonce l'arrivée d'un enfant. Mais ce qu'elle ressent ce soir est différent. C'est plus dur, plus profond, plus tranchant. Une vague brutale qui traverse son ventre et l'oblige à s'agripper au bord d'un tabouret. Elle attend, respire, se concentre. Peut-être que c'est juste un passage un peu plus difficile. Mais les minutes passent, les heures aussi. Et chaque contraction est pire que la précédente. Inés se lève, marche un peu dans la pièce étroite. Elle change de position, s'agenouille, s'accroupit, tente de soulager la pression. Rien n'y fait. L'enfant ne descend pas. Le travail n'avance pas. Elle est seule et le silence autour d'elle devient presque oppressant. Au loin, dans la montagne, les chiens aboient, puis plus rien. Juste son souffle court, saccadé, et le froissement de ses vêtements quand elle replace une main sur son ventre tendu. Elle pense à ses autres enfants, à leur petit visage endormi. Elle pense à son mari, qui ne rentrera pas avant plusieurs jours. Elle pense à l'hôpital, à plus de 2 heures de route difficile. Route qu'elle ne peut pas prendre, même si elle avait un véhicule. La douleur frappe encore, plus forte. Elle gémit, mord l'intérieur de sa joue, s'appuie contre un mur. Son cœur bat vite, trop vite. À ce moment-là, quelque chose s'installe en elle. La peur. Pas une peur diffuse, non. Une peur précise, glaciale. Je suis en train de mourir. Elle le sent. Elle le sait. Une femme qui a déjà accouché plusieurs fois reconnaît ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Elle retourne s'asseoir, mais la douleur la traverse comme un éclair. Elle serre les dents jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Son souffle se brise, son corps tremble. Le temps s'étire, interminable, cruel. Elle sait que si elle ne fait rien, si elle reste ainsi, si elle attend encore, elle et son bébé n'y survivront peut-être pas. Une pensée s'impose alors, brutale, impensable. Je dois me sauver moi-même. À cet instant, Inés n'a plus peur seulement de souffrir. Elle a peur de quitter ce monde en laissant derrière elle des enfants qui n'ont personne d'autre. Et c'est cette peur-là, cette force-là.
qui va pousser une mère ordinaire à envisager l'inimaginable. Les heures s'écoulent et la douleur ne faiblit pas. Le feu s'est éteint depuis longtemps, ne laissant qu'une odeur âcre et quelques braises rouges. Dans la maison plongée dans l'obscurité, Inès transpire, halète, lutte contre les vagues de souffrance qui s'abattent sur elle sans répit. Elle perd ses forces, ses mains tremblent, sa vision se brouille. Son corps lui envoie un message clair. Il ne tiendra pas jusqu'au matin. Elle cligne des yeux, tente de rester lucide. Elle ne peut pas tomber inconsciente. Pas maintenant. Chaque seconde compte. Dans un coin de la pièce, un petit couteau de cuisine repose sur une table rudimentaire. Une vieille lame que son mari utilise pour abattre les animaux. Inès le regarde sans oser s'en approcher. Une pensée traverse son esprit, mais elle la repousse immédiatement, horrifiée. S'ouvrir le ventre soi-même, c'est impossible. Personne ne peut survivre à ça. Mais une contraction la frappe avec une violence nouvelle. Elle étouffe un cri, se plie en deux, sent ses oreilles bourdonner. Elle a l'impression qu'un étau de fer lui broie l'intérieur du corps. C'est alors qu'elle comprend que ce n'est plus un accouchement difficile, c'est une condamnation. Elle ne peut ni courir, ni appeler à l'aide. Les voisins sont trop loin, le téléphone n'existe pas, l'hôpital inaccessible et son bébé qui ne descend toujours pas. Alors la pensée revient plus insistante, plus claire. C'est ça ou nous mourrons tous les deux? Elle regarde encore le couteau, longtemps. Puis elle voit les visages de ses enfants, ceux qui dorment à quelques pas d'elle. Elle imagine leur vie sans mère. Elle imagine ce bébé, encore enfermé dans son ventre, qui dépend entièrement d'elle. Son cœur bat plus vite. La peur est immense, mais la détermination l'est encore plus. Elle se lève tant bien que mal, chancelle, manque de tomber. Elle s'appuie contre un meuble, respire profondément, puis attrape le couteau. La lame est froide. Son propre reflet tremble dessus, comme si la réalité hésitait à se fixer. Avant de faire le premier geste, elle sait qu'elle doit atténuer la douleur, au moins un peu. Elle ouvre une bouteille d'alcool fort, en avale plusieurs gorgées qui brûlent sa gorge et sent la chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'est pas une anesthésie, c'est une sorte d'adieu à la peur. Elle s'assoit sur un petit banc, redresse le dos, relève son chemisier. Elle pose la pointe du couteau contre son bas-ventre. Elle ferme les yeux une seconde. Ce n'est pas un acte de folie, ce n'est pas un acte de courage héroïque, c'est un acte de survie. Le genre de décision qu'une mère prend quand elle n'a plus aucun choix. Elle inspire profondément, retient son souffle. Et dans la pénombre de sa maison, avec la vie de son enfant entre ses mains, Inès Ramirez appuie la lame contre sa peau et tire. Le monde se contracte autour d'elle, réduit à une seule réalité, faire l'impossible ou mourir. Une césarienne contre la mort, la lame s'enfonce et la douleur explose dans tout son corps. Un souffle arraché, presque un cri, lui échappe. Ses doigts se crispent autour du manche du couteau, mais elle ne lâche pas. Elle ne peut pas lâcher. Chaque mouvement est un combat contre l'instinct naturel qui lui hurle d'arrêter, de fuir, de protéger son corps. Mais elle avance, centimètre par centimètre, guidée par un instinct encore plus puissant, sauver la vie de son enfant. La première incision lui coupe le souffle. La seconde la fait trembler jusqu'aux épaules. Elle avance lentement, consciencieusement, malgré les larmes qui lui brouillent la vue. L'air froid de la nuit s'engouffre dans la plaie, provoquant une sensation brûlante, presque électrique. Son ventre se contracte encore, douloureux, comme si son propre corps tentait de l'en empêcher. Elle serre les dents, respire, puis recommence. Son monde se réduit à 3 choses, la lame, la douleur et la conviction qu'elle n'a pas d'autre choix. Les minutes passent, étirées, interminables. Sa main glisse contre son abdomen, guidée seulement par instinct et nécessité. Elle sent la chaleur de son sang, la tension de sa peau, la résistance de son propre corps. Elle lutte contre ses tremblements, contre la faiblesse qui gagne ses bras. Elle sent sa force la quitter, goutte après goutte, mais elle continue malgré tout. Et puis, elle y arrive. Elle atteint la paroi utérine. Son souffle est saccadé, presque absent. Elle chancelle sur le banc. Sa vision se rétrécit, des étoiles blanches dansent devant ses yeux. Mais elle sait que c'est maintenant ou jamais. Avec une détermination presque inhumaine, elle agrandit l'ouverture. Une incision d'environ 17 cm, bien plus longue que celle pratiquée en milieu médical. Elle n'a pas le choix. Ses gestes doivent être suffisamment larges pour atteindre le bébé.
Quand elle sent enfin l'utérus sous ses doigts, quelque chose se brise en elle. Mais un autre instinct prend le relais. Un instinct primal, ancien, animal, maternel au sens le plus pur qui soit. Elle plonge ses mains à l'intérieur, cherche, tâtonne, lutte contre la douleur qui monte par vagues. Puis elle sent quelque chose, une petite forme, un mouvement, son bébé. Dans un dernier élan, elle le tire doucement vers elle. Un glissement fragile, une résistance, puis la délivrance. Elle sort l'enfant de son propre ventre, entièrement seule, en pleine nuit, dans une maison perdue au milieu des montagnes. Le silence se fait. 1 seconde, 2 secondes. Et alors, un cri. Un cri faible, mais vivant. Le monde s'effondre autour d'elle. Ses bras tremblent, son souffle se brise, ses larmes coulent sans retenue. L'enfant respire, l'enfant est vivant. Elle attrape des ciseaux et coupe le cordon ombilical tant bien que mal. Puis son corps, à bout de force, cède enfin. La fatigue, la douleur, la perte de sang, tout se referme sur elle. Elle s'effondre. Sa tête heurte doucement le sol en terre battue. Le bébé, posé contre elle, respire encore, fragile mais présent. Dans cette maison silencieuse, au milieu de la nuit, Inés Ramirez s'évanouit, seule, mais ayant accompli l'impossible. Quelques minutes, ou peut-être quelques heures, s'écoulent dans un flou total. Dans la petite maison plongée dans la pénombre, seul le souffle fragile d'un nouveau-né rompt le silence. Inés, étendue sur le sol, reprend lentement conscience. La douleur est encore là, implacable, mais ce n'est plus elle qui l'obsède. La première chose qu'elle cherche, du bout des doigts, c'est la chaleur minuscule de son bébé. Et quand elle le sent, blotti contre elle, vivant, un soulagement immense la traverse. Son corps tremble. Elle est faible, presque incapable de bouger. Mais elle sait qu'elle doit continuer à se battre si elle veut survivre. Rassemblant le peu de force qui lui reste, elle appelle faiblement l'un de ses enfants. Un garçon s'approche, les yeux écarquillés devant la scène inimaginable. Il ne comprend pas tout, mais il comprend l'essentiel. Sa mère a besoin d'aide. Sans perdre une seconde, il court dans la nuit pour chercher des voisins. Les minutes qui suivent semblent interminables. Enfin, des gens arrivent. Ils découvrent Inés à moitié consciente, le ventre ouvert, tenant son bébé comme si toute sa vie en dépendait. Ils font ce qu'ils peuvent, improvisent avec ce qu'ils ont. On apporte des tissus, on tente de nettoyer la plaie, de ralentir le saignement, on la soulève délicatement, on trouve un moyen de la transporter. D'abord jusqu'à un soignant du village. Puis, plus tard, jusqu'à un hôpital lointain. Personne ne comprend vraiment comment elle est encore en vie. Personne ne comprend comment elle a pu accomplir un acte aussi dangereux, aussi extrême, avec une telle précision. Mais quand les médecins voient l'incision longue, régulière, ils réalisent qu'ils sont face à quelque chose d'unique. Ils recousent la plaie, la stabilisent, surveillent le bébé. Les heures passent, puis les jours. Et contre toutes les probabilités, Inés et son enfant survivent, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Elle reste marquée par cette nuit, bien sûr. Mais ce qu'elle a fait n'est pas la trace d'un désespoir irrationnel. C'est l'expression la plus extrême de ce que peut accomplir une mère lorsqu'elle refuse d'abandonner. Cette femme, paysanne, vivant dans l'un des endroits les plus reculés du Mexique, a réalisé ce qu'aucun médecin au monde n'aurait imaginé possible. Une césarienne autodirigée, seule, dans sa maison, au bord de la mort. Aujourd'hui, son histoire est étudiée dans des revues médicales, citée dans des conférences, racontée dans des documentaires. Mais pour elle, ce n'était ni un exploit, ni un acte héroïque. Pour elle, c'était simple. Je devais sauver mon enfant. L'histoire d'Inés Ramirez n'est pas seulement incroyable. Elle est un rappel brutal, puissant, bouleversant de ce que la volonté humaine, et plus particulièrement la volonté d'une mère, peut accomplir quand tout semble perdu. Elle n'a pas eu de formation, elle n'a pas eu de matériel médical. Elle n'a eu ni soutien, ni secours. Mais elle a eu quelque chose de plus fort que tout ça, la conviction qu'elle n'avait pas le droit d'abandonner. Et c'est cette conviction qui a sauvé 2 vies. À toi qui écoutes cette histoire. Si tu avais été à la place d'Inés, aurais-tu eu ce courage-là? Et surtout, quel est le défi dans ta vie aujourd'hui que tu n'affrontes pas par peur, alors que tu peux encore te battre? Dis-moi en commentaire. Quelle est, selon toi, la véritable leçon de cette histoire? Je suis curieux de lire tes réflexions.